l'école des soignantes, c'est une extrapolation de beaucoup de choses auxquelles j'ai réfléchi depuis longtemps et qui se développe dans une école imaginaire dans 30 ans avec des personnages du cœur des femmes. J'avais pas prévu que ce serait une suite, mais en fait c'était ces personnages-là qui se prêtaient le mieux à ce roman. Donc de fait c'est une suite, mais c'est une suite involontaire. Et c'est surtout c'est surtout une expérience, ce qu'on appelle une expérience de pensée en philosophie ou en éthique, c'est-à-dire et si j'imaginais une école dans laquelle toutes les personnes seraient des soignantes ou des soignés EES, même s'il y a des hommes, où on abolirait la hiérarchie, non seulement dans le langage mais dans les soins, la hiérarchie de genre et les hiérarchies en général, où l'idéal du soin ce serait de soigner les femmes au mieux, parce que comme les femmes ont beaucoup plus d'événements dans leur vie qui nécessitent de l'accompagnement, du soutien et parfois des soins, si on peut soigner les femmes correctement, les respectant, on peut soigner aussi les hommes. Donc c'est et si j'imaginais un hôpital, une ville entière qui a décidé de concentrer toute son énergie sur la santé, sur son centre hospitalier holistique, et à l'intérieur de ce centre hospitalier holistique, une école qui forme des soignantes de manière paritaire, équitable et respectueuse. Oui, c'est une utopie. Il nous faut des utopies aussi. Il ne faut pas qu'on ait que des dystopies, parce qu'on peut imaginer le pire. Cela étant, ça se passe dans un monde qui va pas bien. C'est-à-dire, j'extrapole aussi les dégradations de la planète, et en particulier en France, d'ici 20 ans, 25 ans. Mais dans cette planète dégradée, il faut quand même s'occuper des gens, il faut quand même les soigner, il faut quand même les accompagner. Il faut les aider à vivre et les aider à mourir. Donc voilà, qu'est-ce que ce serait que une école, un lieu de soins utopique dans un monde réaliste et très sombre. À l'école des soignantes, tous les professionnels de santé sont des professionnels l'ES de santé. Et voilà, les soignants sont des soignantes, toutes les soignantes sont des soignantes, hommes ou femmes. Et donc un personnage qui est un homme, qui s'appelle Anna, mais qui est un homme, entre dans l'école des soignantes à l'âge de 30 ou 32 ans, après avoir travaillé comme codeur-programmeur dans une entreprise, et décide de devenir soignante. Et il décide volontairement de devenir soignante dans cet hôpital-là, et non pas dans un CHU standard où on forme des médecins à l'ancienne, enfin, comme on le fait aujourd'hui. Et là, il découvre un lieu dans lequel il n'y a pas de hiérarchie, dans lequel il y a de l'entraide, dans lequel il y a des responsabilités différentes, mais une coopération dans le soin. Les soignés ont toujours leur mot à dire, parce que c'est de leur peau qu'il s'agit, donc elles se sont accompagnées, soutenues et épaulées par les soignantes, mais on ne décide pas à leur place. Et elles se retrouvent en particulier dans un hôpital, dans un secteur qui est ce que j'appelle le pôle psycho, c'est-à-dire le secteur psychiatrique du centre hospitalier holistique de Tourmente, qu'on appelle le CHUT. Elle se retrouve là-bas, il se retrouve là-bas, et et apprend que la maladie mentale, c'est souvent pas des maladies mentales, c'est le corps qui vous fait souffrir, et comme on vous voit souffrir, on pense que vous êtes folle, mais souvent c'est pas parce que vous êtes folle. Donc, en tout cas, la folie, c'est quelque chose de tout relatif. Le roman finalement fait se rejoindre tous les regards utopiques que j'ai portés sur les professionnels de santé, sur les médecins, sur les sages-femmes, etc., dans les romans précédents. C'est-à-dire que l'école des soignantes a été créée par des membres du gang, entre guillemets, des 3 médecins, hommes et femmes. Jean Atwood a continué son travail de soignante et a développé la santé pour les femmes, et est devenue une partie prenante dans la construction de l'école.
Emmanuel Zax, le personnage de En souvenir d'André, qui a fait longtemps des euthanasies clandestines et puis qui ensuite s'est joint aux praticiens de l'euthanasie légalisée, forme en particulier à Anna à ce qu'on appelle l'accompagnement dans le roman. Donc tous les romans précédents se rejoignent là avec dans un futur commun avec des personnages qui ont œuvré à une cause commune. Et je trouve, enfin, c'est venu un peu comme ça, c'est-à-dire que ça a illustré le fait que je travaille sur des idées qui sont des idées très précises de ce que j'aimerais voir advenir. Et là, comme c'est un roman de science-fiction qui se passe dans le futur, forcément, tous les romans écrits auparavant et les histoires racontées auparavant se retrouvent et se rejoignent. L'école des soignantes a été créée avec grâce à une sorte de tour de passe-passe juridique, légal et politique par des gens qui se sont emparés d'une sorte de clause un peu intéressante dans une loi. Alors ils ont créé cette école, mais ça reste encore une école expérimentale. C'est un modèle qui n'a pas pris ailleurs. Et par conséquent, comme leur contrat avec le ministère de la Santé, avec avec les autorités est sur le point de toucher à sa fin, toutes les membres de l'école sont très inquiètes à l'idée que on leur dise ben non, maintenant votre expérimentation n'a pas réussi, on va vous faire redevenir un CHU comme les autres. Alors il y a une sorte de course contre la montre pour essayer de trouver une solution ou au moins pour repousser l'échéance de la fin de l'école et pour appeler à l'aide toutes les bonnes volontés, en commençant par les femmes elles-mêmes, enfin par les citoyennes, qui pourraient empêcher l'école de disparaître si elles se relèvent les manches et qu'elles se mettent à construire des utopies similaires parallèles à celle-ci. Donc c'est une utopie qui n'est pas une utopie béate, hein. C'est une utopie très consciente de sa situation d'exception et qui essaye d'ouvrir des portes pour ne pas rester une utopie. Il y a une menace et puis il y a des interrogations et puis il y a des incertitudes et puis il y a plein de menaces. De toute façon, il y a des menaces liées au fait que, encore une fois, la planète se dégrade et que à Tourment, comme dans le reste de la France, il y a beaucoup de problèmes liés au réchauffement climatique, à la pollution, aux migrations, à la pauvreté. Donc voilà, le monde est menacé. C'est pas parce qu'on fait quelque chose d'utile que le monde est moins menacé. Simplement, on rend les choses un peu plus supportables pour les gens qui sont alentours. Et c'est en fait ce que les membres de l'école cherchent à faire, à rendre les choses supportables, un peu plus supportables aux personnes dont elles s'occupent. À l'école des soignantes, les hiérarchies, enfin les rôles traditionnels, c'est-à-dire aide-soignante, infirmière, je schématise, aide-soignante, infirmière, médecin, n'existent plus. Il y a des soignantes pro, il y a des penseuses et il y a des officiantes, et leur formation et leurs fonctions sont, sont acquises au fur et à mesure selon un continuum. Il n'y a pas de différence de branche ou de direction. Si on veut devenir officiante, il faut qu'on soit soignante pro et penseuse d'abord. Et on le devient au bout d'un nombre d'années variable en fonction de ses tropismes, en fonction de ses goûts, en fonction de ses capacités, en fonction de la manière dont on veut s'investir. Et par exemple, l'officiante, la soignante pro a beaucoup plus de responsabilités qu'une aide-soignante dans un CHU, et l'officiante a beaucoup plus de responsabilités et d'obligations, surtout d'obligations, qu'un médecin. Par exemple, une officiante est l'avocate des patientes et des soignés. Elle n'est pas seulement là pour leur apporter des soins, elle est là aussi pour les défendre face à l'administration, face aux conflits familiaux, aux conflits professionnels, etc. D'ailleurs, c'est véritablement quelqu'un qui devient
une défenseuse des droits des soignés. Alors donc c'est pas exactement la même chose que dans la réalité, mais ça permet justement de montrer qu'il n'y a pas de rupture entre les différentes fonctions. Il y a une continuité, il doit y avoir une continuité, il doit y avoir une collaboration, il doit y avoir une communauté, parce que pour pouvoir soigner, il faut le faire ensemble et il faut se comprendre. Si on ne se comprend pas, si on ne sait pas ce que l'autre fait, on ne peut pas comprendre comment il réagit. Et donc il faut l'avoir fait aussi, et partager ce qu'on fait, partager le savoir. Enfin voilà, c'est une utopie du partage aussi. Je veux dire, les valeurs qui sont défendues à l'école des soignants ne sont pas incompatibles avec la technique. En revanche, la technique peut faire écran à plein de choses qui sont indispensables aux soins. C'est-à-dire que écouter ce que la personne vous raconte, c'est beaucoup plus important que de la précipiter sous un appareil à IRM et de la découper en tranches. Parce que on ne fait que voir des organes, on ne voit pas une personne. Or, on est là pour soigner une personne. Donc la technologie, à l'école des soignants, la technologie est secondaire. Elle n'est utilisée que quand véritablement on a des questions précises à poser et qu'on cherche des choses qu'on a identifiées avec et au service des soignés et avec leur accord et sur leur demande explicite ou sur leur décision explicite, puisque c'est les soignés qui décident des soins et des explorations et de la manière dont elles vont faire face à leur maladie ou à leurs troubles. Elles ne sont pas au service des professionnels, c'est l'inverse, c'est les professionnels qui sont au service des soignés. Donc c'est un mode de pensée très différent et qui est fondé beaucoup plus sur la relation que sur la technologie. La technologie, c'est jamais que des outils, mais il faut les utiliser à bon escient. C'est une extrapolation de ce qu'on fait de plus en plus maintenant en remettant en question le côté technologique de la médecine et en disant bah oui, mais encore une fois, vous voyez quelqu'un qui rentre pour une douleur, vous ne soignez pas une douleur, vous soignez une personne. Donc il faut peut-être écouter un peu ce qu'elle a à dire avant de commencer à la découper en morceaux. Alors il y a une sorte, c'est une histoire d'attachement, c'est une histoire d'amour aussi, entre deux personnes qui se sont rencontrées, qui sont Jean Atwood et René, qui ont toutes les deux leur particularité à la fois de pensée, de genre et d'identité, et qui forment un couple un peu comment dirais-je, inattendu, parce que c'est pas vraiment un couple, mais en même temps c'est un couple. C'est une paire, une sororité extrêmement forte qu'il y a entre ces deux personnes, qui sont au centre du roman et qu'on va découvrir petit à petit, enfin, dont on découvre le fin mot qu'à la fin, parce que Anna qui arrive là et qui va devenir un petit peu comment dirais-je, l'apprenti et le filleul de l'une et de l'autre va apprendre à leur contact à la fois qui elles sont et en quoi ça a été compliqué et en même temps extrêmement riche, cette relation. Chaque personnage du livre a son identité et une identité différente, et chaque personnage du livre a son histoire. L'histoire centrale qu'on raconte en détail, c'est l'histoire que je raconte, c'est l'histoire d'Anna. Mais en fait, cette histoire fait écho à toutes les histoires, parce que Anna est un peu une sorte à la fois de témoin, de catalyseur et de liseur et de catalyseur, et aussi d'écrivain ou d'écrivante, au travers des personnages qu'elle croise et nous les fait connaître. Alors, chacune de ces personnes a son identité, mais ces identités ne sont pas en conflit du tout. Au contraire, c'est des identités très différentes à chaque fois, mais elles ne sont pas du tout en conflit. Elles coexistent, elles cohabitent, elles se nourrissent mutuellement. Et c'est aussi une manière utopique de nommer l'union et comment dirais-je, la communauté dans la différence, avec la différence. C'est pas toujours de tourpeau, mais en tout cas, ce sont des personnages qui essayent et qui réussissent à vivre ensemble et à construire des choses. Anna Mitzvah a un passé, c'est l'enfant de deux femmes lesbiennes qui l'ont adoptée.
elles l'ont pas fait, elles l'ont adopté dans des circonstances qui sont racontées dans le livre, et puis elles l'ont élevé, et ça a inévitablement modelé son mode de pensée. Ça l'a rendu inévitablement extrêmement ouvert à des choses auxquelles des garçons qui auraient été élevés dans une famille classique n'auraient peut-être pas été sensibles. Et ça lui permet aussi d'avoir mis toutes les questions de... Alors en plus il a une particularité, hein, c'est qu'il est asexuel, il n'a pas de désir sexuel, c'est quelqu'un qui peut s'attacher émotionnellement mais qui n'a pas de désir, et qui donc ne répond pas aux désirs des autres sur le plan physique. Mais ça lui permet d'avoir une sorte de recul, et encore une fois ça ne l'empêche pas d'avoir des émotions et de s'attacher aux personnes avec qui il travaille, mais ça lui permet d'avoir un recul un peu particulier sur les questions justement d'identité sexuelle et de genre. Lui ça ne le remet pas en question, le fait qu'on dise de lui qu'il est une soignante. Ça ne lui pose pas de problème. Il sait qui il est, quel que soit le terme par lequel on le qualifie. Il sait qui il est, puis il sait qu'il veut soigner. Donc être une soignante ou un soignant, pour lui, c'est la même chose. Je pense je crois que ça s'est vu dans Le cœur des femmes, et puis ça s'est vu par exemple dans Souvenir d'André. L'une de mes préoccupations principales, c'est le respect de l'individu et le respect de son identité et de ses choix. Donc, par exemple, si quelqu'un décide de mettre fin à ses jours de manière non violente, ce serait bien quand même qu'on ne l'empêche pas de le faire et qu'on ne pénalise pas les gens qui l'aident à le faire. Quand quelqu'un décide que son identité apparente n'est pas celle de ce qu'elle ressent, eh ben, ce serait la moindre des choses que de l'aider à vivre l'identité qu'elle sent avoir, parce que c'est complètement personnel, c'est complètement subjectif, c'est indiscutable. Quand j'ai mal, personne ne peut discuter que j'ai mal. Si j'ai l'impression d'être une femme dans le corps d'un homme, personne ne peut le discuter. On peut me psychiatriser et dire que je suis folle, mais on ne peut pas le discuter, on ne peut pas discuter ma perception. Et donc, moi, je m'inscris dans un désir, une volonté absolue que toute personne soit respectée pour qui elle est. Et ça rejoint les luttes féministes, les luttes des minorités de genre, de sexe, d'identité. Donc, oui, dans ce sens-là, mon livre est un livre féministe. En plus, ça se passe dans un hôpital qui se veut féministe. J'espère que c'est cohérent. Mais en tout cas, c'est un livre sur le désir sur la volonté de cohabitation et de tolérance avec tout le monde, et je crois que c'est très en accord avec les théories féministes les plus avancées. Moi j'ai toujours lu beaucoup de science-fiction, j'ai toujours aimé beaucoup la science-fiction, j'ai toujours voulu écrire des livres de science-fiction et j'en ai écrit 3 ou 4. Je suis très heureux de faire un roman de littérature du soin, qui est aussi un roman de science-fiction, parce que là, en l'occurrence, c'est de l'anticipation, parce que ça se passe dans 20 ans, donc c'est un processus qui est assez fréquent. Mais aussi, il y a un élément de vraie science-fiction à la fin du livre, je n'en parlerai pas ici, qui a son importance aussi par rapport à l'économie du livre, et qui est une métaphore de l'état d'esprit dans lequel je me trouve par rapport au roman que j'écris sur le soin. Alors je suis très heureux d'avoir fait un roman de science-fiction, c'était la forme qui se prêtait le mieux à ce que je voulais dire, et j'en suis absolument ravi parce que je crois que ça tient debout, c'est pas mal goupillé, et moi je me suis beaucoup amusé en l'écrivant. Donc et c'était pas prévu, enfin j'avais pas prévu de faire ça au début, c'est devenu ça à l'écriture, alors j'en suis très heureux. C'est un roman qui a été difficile à écrire, parce que mon meilleur ami est mort. Et mon meilleur ami, c'était Paul Tchaikovsky-Lawrence. Et je crois que j'avais le sentiment que je pouvais pas l'écrire s'il n'était pas là. Et puis on a de la chance à la maison parce que tout le monde continue à travailler,
Et ça m'a aidé à non seulement à l'écrire, mais à le réécrire, alors que je n'étais pas allé assez loin dans la première version. Alors je suis à la fois extrêmement triste et en même temps extrêmement heureux d'avoir pu le faire et extrêmement fier de faire partie de cette maison dans laquelle on m'a aidé à écrire ça. Voilà.